Week-end raccourci, stratégie décalée, couronne mondiale, un nouveau week-end de Formule 1 avec comme nom de code Opération Victoire. Bienvenue dans le débriefing des Formule 1 sur le Grand Prix d'Émilie-Romagne. Moteur. Salut tout le monde, très heureux de vous retrouver pour un nouveau résumé de Grand Prix. On est toujours dans cette série de 4 courses inédites qui a commencé au Nürburgring en Allemagne, qui a suivi à Portimao au Portugal, Imola ce week-end et pour se finir à Istanbul en Turquie. Et ce week-end, on est encore en Italie pour la 3e fois de la saison. C'est déjà arrivé d'ailleurs qu'on ait 3 Grands Prix dans le même pays. Et je dirais même c'était l'unique fois, c'était en 1982 avec les États-Unis. États-Unis Ouest, États-Unis Est, qui était organisé à Long Beach et Detroit. Et puis, on a eu Las Vegas sur le parking du Kaiser Palace, qui préfigurait déjà à l'époque le futur circuit du Sochi. Ouais. Et donc, ce week-end, on est sur le circuit d'Imola, l'autodrome Enzo et Dino Ferrari, qui a accueilli le Grand Prix d'Italie en 1980, quand Monza était dans une grosse réflexion de son tracé. Et fort de ce succès, Imola a accueilli le Grand Prix de Saint-Marin de 1981 jusqu'à 2006. 14 ans d'absence pour le tracé de Formule 1 qu'on retrouve cette année dans cette saison exceptionnelle. Un circuit de 4,9 km amputé de sa variante Bassa juste avant les stands, qui propose du coup une grande ligne droite devant ces mêmes stands qui ont été rénovés il y a quelques années maintenant, même après 2006. À l'époque 2007-2008 de mémoire. Mais la bonne nouvelle, on a quand même gardé l'herbe et les graviers. Et pas partout. Et en plus, ce retour à Imola, il plaît beaucoup aux pilotes. Il plaît beaucoup à des pilotes. Ça plaît aussi à certains nostalgiques de la F1 également. Faut dire que voilà, Imola, c'est quand même chargé d'histoire. Que ce soit l'édition de 1982, Pironi Villeneuve, 1994... Ratzenberger, Senna, les deux dernières éditions aussi, les batailles Schumacher-Alonso en 2005 et 2006. On se souvient d'une course qui a eu lieu à Imola, qu'elle fut passionnante ou pas. Voilà. Et surtout, dans cette année 2020, Imola fut le premier circuit à se proposer candidat pour accueillir une course de remplacement en début d'année quand la crise du Covid-19 commence à exploser en Chine. C'est un pari réussi pour ce tracé. Malheureusement, sans public, il devait y avoir environ 13 000 personnes qui devaient être présentes sur le week-end de course. Mais si vous suivez les infos, la situation sanitaire actuelle, c'est pas ça. Et donc, du coup, en début de semaine, le circuit est obligé d'annoncer que la course a lieu à huis clos. Voilà. J'ai du mal à trouver mes mots, moi. Bon, enfin, c'est surtout un week-end particulier car il s'est déroulé uniquement sur 2 jours. Les équipes de F1 qui devaient refaire la route du Portugal à Portimao jusqu'à Imola, la F1 en a profité pour tester ce week-end raccourci. Et honnêtement, on préfère qu'ils testent ce genre de format de week-end que des courses qualificatives par exemple. Une seule séance d'essai pour découvrir la piste, 90 minutes. Et franchement, le mot est faible parce qu'il n'y a qu'un seul pilote à avoir connu un Grand Prix de Formule 1 ici, en Grand Prix. C'est Kimi Räikkönen. Et oui, à l'époque, il était déjà là, le Finlandais. Pas les autres, c'était plutôt du GP2, de la Formule 3 Euro Series, de la Formule 4, voire même pas du tout. Franchement, 1h30 pour découvrir une piste, pour régler sa voiture, trouver une stratégie idéale, faire un condensé de 3 heures avec la moitié du temps. Je peux vous dire que personne n'a chômé. Si on regarde le nombre de tours que les pilotes ont fait, on a 47 tours pour Bottas, 46 pour Hamilton et Gasly. En fait, on n'a que 4 pilotes qui sont en dessous du nombre de 40 tours effectués pendant la séance. Pour comparer avec un Monza, par exemple, qui est un circuit qui est connu maintenant de la Formule 1, enfin connu depuis des années quand même, 1950. Bon, en fait, question roulage et kilométrage cumulé sur une seule séance,
on est largement au-dessus avec Imola. Et si on compare encore avec un autre circuit, Portimao, tiens, bah, on est quand même pas loin d'un kilométrage semblable avec le vendredi. Parce que oui, la piste était nouvelle pour tout le monde découvrait, fallait vraiment optimiser partout ses réglages, ses setups, définir la stratégie idéale. Hein. Et donc, la Formule 1 s'est dit, pourquoi pas faire ça sur 2 jours, sur une nouvelle piste, qu'on n'a plus visitée depuis longtemps, hein, je vous l'ai dit, 14 ans sans Grand Prix à Imola, ça pouvait être intéressant. Par contre, on avait quand même le cas particulier du Nürburgring. Parce que là, c'est la météo qui a un petit peu tout chamboulé. Mais dans le fond, est-ce que ça a vraiment changé quelque chose en haut de la hiérarchie, ces essais raccourcis? Eh ben, c'est ce qu'on va voir tout d'abord avec les qualifications. Honnêtement, non. Rien de nouveau en haut de la feuille des temps. Mais on a quand même quelques surprises en dessous. Et des surprises qui font quand même plaisir. Mais tout d'abord, le poleman, la 13e pole position pour Mercedes en 13 courses. Et surtout, Valtteri Bottas en pole. Oui, 15e pole position du pilote finlandais, la 124e pour Mercedes. Et d'ailleurs, la 15e pole avec Mercedes pour Bottas. Hein. Derrière, c'est Hamilton qui est 2e pour moins d'un centième. Première ligne Mercedes devant Max Verstappen et Pierre Gasly, 4e devant Ricciardo et Albon. Charles Leclerc est 7e devant Daniel Kvyat pour la première fois en Q3 cette année. Les McLaren verrouillent la 5e ligne. La suite de la Hongrie, Sergio Perez 11e devant Ocon. Russell signe une nouvelle performance, 13e devant Vettel. Stroll est devant les Haas. Raikkonen, Latifi, Giovinazzi complète la grille. Pardon. Et Bottas qui a réussi à chipper la pole à son coéquipier pour moins d'un dixième. Et c'est une belle performance de sa part. Pour une fois que l'on parle de lui autrement. Et ça peut être une option pour lui, pour la course, bien sûr. Bon, il y a une chance sur 1 million pour qu'il nous fasse un perfect au départ. Hein. Mais si, souvenez-vous, il a déjà fait ce genre de départ. À peine les feux sont éteints, qui décolle de sa pole et qui s'envole. Mais vraiment, on verra que ça ne sera pas le cas. Hein. Mais on reviendra après sur la course. Il y a quand même une chose qui nous a fait vraiment plaisir. C'est la 4e place de Pierre Gasly. Il nous donne le sourire avec son AlphaTauri. On voit que le Français gagne vraiment en performance course après course. Et c'est génial de le voir progresser comme ça. Peut-être parce que non seulement il a été annoncé chez AlphaTauri en 2021, et peut-être un peu déçu du pas de Red Bull finalement. Mais bon, d'ailleurs, la transfert, on en parle en fin de vidéo. Il y a aussi Charles Leclerc qui a réussi à faire une bonne qualification avec une voiture qui manque encore d'appui malgré ses demandes de réglage pendant les essais. Rajouter l'aileron avant, non, ils avaient beau en rajouter chez Ferrari, ils n'en avaient toujours pas. Hein. Il avait du mal, Leclerc. Mais malgré tout, encore une bonne place sur un grille pour le Monégasque. Si on compare avec son coéquipier. Et il y a aussi notre surprise qui fait un peu mal, c'est de voir les Mercedes et les Racing Point en retrait. Parce que Renault, elle n'est pas en reste avec une voiture qui est bien placée, mais la deuxième reste bloquée en deuxième partie de qualification. Petit avantage pour l'équipe française et encore. Et puis, il y a encore George Russell qui a réussi à signer encore une perf avec sa Williams et encore devant Vettel en plus. C'est pour vous dire. Et dans cette qualification, tout comme en essai, et même en course, il y a eu des chronos annulés à chaque session de la qualification. On a eu déjà Bottas et Poleman qui a vu un chrono annulé. Et aussi Albon qui aura vu beaucoup de ses chronos effacés. Pourtant, le Thaïlandais est encore bien placé sur un grille. Certes, un peu loin de son coéquipier, Verstappen. Mais il est quand même bien placé, malgré sa position un peu délicate. Mais de toute façon, Albon, ça aussi on en parlera en fin de vidéo. Oui, on va parler un peu transfert. Je vous l'annonce. Ça, c'était pour la qualification. On passe tout de suite à la course. Le ciel est couvert sur Imola. Et peut-être des soucis de chauffe de pneus pour certains, vu les températures un peu plus basses par rapport au samedi. Bon, la preuve, il y a Bottas qui nous fait un petit blocage à l'avant de sa voiture dans le tour de chauffe. C'est pour vous dire que ça s'annonce bien. Et donc, ce départ de course, Bottas, il garde la tête. Il garde
très bien la tête. Il a Verstappen derrière lui qui passe Hamilton, qui tasse un petit peu Gasly. Le départ a l'air correct à Tamborello, ça passe très bien, mais c'est après que ça va un peu partir en cacahuète. Enfin, en cacahuète, ça va plutôt dans le fond de grille. Déjà, on a un tête à queue de Kevin Magnussen. Bon, il a une excuse, il s'est fait pousser par Vettel. C'est pour vous dire. D'ailleurs, cette poussette aura des conséquences après sur un autre pilote, mais ça, on va vraiment l'apprendre que vers la fin de course. Et puis, il y a aussi Stroll qui va laisser son aileron avant sur le pneu arrière de Ocon. Résultat pour le Canadien, obligé de repasser au stand, on ne le reverra plus. Et la course, elle suit son cours, quoi, voilà, c'est... On sent qu'on est vraiment parti pour une course un peu longue. Un peu longue et qui tourne déjà au vinaigre pour Gasly. Et malheureusement, le Français va devoir abandonner à cause d'une fuite de pression d'eau sur sa voiture. D'ailleurs, c'est un problème que son équipe avait rencontré sur la grille, qu'ils ont tenté de réparer, mais en vain. Abandon pour le Français qui en plus avait fait une belle qualification. C'est un peu regrettable pour lui. Franchement, c'est dommage. Et c'est le premier abandon en course parce que d'autres vont suivre. Et donc, comme je vous le disais, la course s'annonce longue. Et pourtant, en tête de course, on voit Verstappen qui n'est pas largué par Bottas et Hamilton un petit peu en retrait. Mais bon, la course est longue. Il y a des pilotes qui vont s'arrêter autour du 14e, 15e tour. La plupart vont monter les pneus durs. Et d'autres vont tenter quand même des pneus médiums. Mais bon, c'est un peu contrasté comme stratégie parce que voilà, les pneus durs, ils vont être longs à chauffer, comme à Portimao. D'ailleurs, on va voir Bottas qui va le faire dans son tour de sortie des stands. Parce que Bottas va couvrir la stratégie de Leclerc, de Verstappen, pardon. Et pour vous dire que les pneus ont du mal à chauffer, Leclerc va même se louper à son point de freinage au virage de Tosa, juste derrière Ricciardo. Et puis Verstappen, avec Bottas, Verstappen, il tient le rythme. Il tient le rythme du Finlandais. Il va, et malgré tout, il veut tenter un undercut. Il veut le tenter, voilà. Il essaye, donc il va passer au stand. Il tente les pneus durs. Et Mercedes préfère couvrir la stratégie de Verstappen, les mêmes pneus, mais pas Bottas. Oh oui. Et ça va être une erreur, malheureusement, parce que les pneus durs, ils vont peut-être tenir en longueur. Sauf que le Finlandais, il va manquer de rythme. Mais pas à cause de ses pneus, hein. Non. Il se passe que Bottas a accroché en début de course un débris venant de la voiture de Vettel suite à son accrochage avec Magnussen. La pièce s'est logée en dessous de sa voiture. C'est pour ça qu'à un moment en course, on entend le fond plat est abîmé. Et pourtant, on n'a pas vu Bottas faire une erreur, couper une grosse chicane, taper un vibreur, une connerie dans le genre. Non, on n'a rien vu. Pourtant, il y a un petit dégât. Et ça va un peu ralentir le Finlandais. Ça va même ramener un peu Verstappen sur lui. Mais il n'y a pas ça qui va nous préoccuper dans les médias. Et surtout Hamilton. Oui, parce que pendant que Bottas et Verstappen sont en lutte, genre en guerre froide, Hamilton, lui, il accélère. On lui demande même s'il peut tenir au moins 10 tours avec ses pneus. Bien sûr. On lui pose la question au niveau du tour 26. Lui, déjà, qui s'inquiétait un pneu de la tenue de ses pneus, on lui demande s'il peut encore faire 10 tours sur son relais. Bon, finalement, il s'arrêtera au tour 31 environ. Oui, non seulement il va s'arrêter au stand au tour 31, et gratuitement. Parce qu'il se passe que Esteban Ocon va connaître un nouvel abandon sur un souci de transmission. Alors, quel rapport avec Hamilton ? Eh bien, la direction de course va tout simplement déclencher une virtual safety car. Eh ouais, virtual safety car déclenchée par la direction de course
Hamilton qui passe au stand, il met les pneus durs. Et quand il sort des stands, il n'est même pas ressorti des stands. Eh ben, c'est la fin de la virtuelle neutralisation. Si vous voulez crier au complot à votre plaisir, ça se passe en dessous dans les commentaires. Mais honnêtement, cette neutralisation pour évacuer la voiture d'Ocon, elle n'était même pas justifiée, elle n'était même pas nécessaire. Parce que la voiture d'Ocon a été évacuée très vite, c'est ce qu'il faut se dire. Elle était garée juste à côté d'un poste de commissaire, un drapeau jaune suffisait, il y a eu un petit peu d'excès de zèle de la part de la FIA, mais bon, après je sais que ces dernières courses, je disais, ils auraient pu faire intervenir tout ça, mais bon. Quand on sort la Virtual Safety Car, je vais rester un peu longtemps sur ce sujet, bah c'est nul quoi. Parce qu'on dit à tous les pilotes d'essayer de maintenir un gap entre la voiture précédente et celle qui est derrière. C'est un peu nul. Pour comparer avec d'autres courses, le GT encore une fois, il y a le full course yellow. En GT, même en endurance, quand le full course yellow est déclenché, tout le monde se met sur son pit limiteur et les écarts sont carrément figés. Il y a peut-être un centième, un millième qui peut jouer. Mais c'est pas du dixième qui varie largement. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi la Formule 1 ne s'inspire pas de ces championnats pour intégrer le full course yellow. C'est encore mieux que le Virtual Safety Car, parce que sous le Virtual Safety Car, on peut tricher en écart. Il y aura peut-être encore des arrêts au stand gratuits, comme on dit, mais les écarts, eux, ils seraient fixes. Enfin bon, le débat de la sécurité en Formule 1 et puis avec la FIA, c'est un dossier sensible. Enfin bon, et donc la course reprend ses droits. Et pendant que derrière, bien, la course reprend enfin ses droits. Hamilton, du coup, leader, pendant que derrière, Bottas et Verstappen se surveillent. D'ailleurs, on voit même Bottas qui fait quelques erreurs au virage de Rivazza, les 2 derniers virages du circuit. Bon, alors de temps en temps, ça permet à Verstappen de se rapprocher un tout petit peu. De temps en temps. Sauf qu'à un moment, le Finlandais va vraiment nous faire une erreur. Il va vraiment aller dans le bac à gravier. Et du coup, ça permet vraiment à Verstappen de se rapprocher, de se mettre même dans la zone du DRS. Et du coup, Verstappen va passer sur la Mercedes avant le virage du Tamburello. Et Verstappen, qu'est-ce qu'il fait ? Il attaque. Il attaque, il se dit, allez, on va aller chercher Hamilton. Mais bon, ça va pas durer pour le peloton hollandais. Parce que voilà, il va avoir une crevaison qui va carrément le planter dans le bac à gravier au virage Villeneuve. Sacrée crevaison parce que c'est vrai que ça y ressemble. C'est vrai, le pneu, il a explosé. Mais à première vue, sur le moment, on aurait vraiment dit une casse de suspension parce que faut voir comment il nous a fait sa sortie. Enfin bon, il en fallait peu pour sortir une voiture de sécurité. Une vraie voiture de sécurité. Et derrière, c'est parti en cacahuète. Bon, on demande à Hamilton de rentrer à ce moment-là au stand. Bon, il loupe l'entrée, ça peut arriver. Faut dire aussi que l'entrée des stands, elle est très limite. Limite, aux essais, je me demandais pourquoi les pilotes voulaient passer dans le bac à gravier avant de rentrer au stand. Donc, Hamilton, il loupe l'entrée. Tant pis, il s'arrêtera un peu plus tard. Et il y a aussi Stroll qui joue au bowling avec ses mécanos. Je peux vous dire que le mécano préposé au lave-vite, il a eu mal. J'espère qu'il va bien. Franchement, j'espère qu'il va bien pour lui. Mais malheureusement, il y a pire entre tout ça. Ah oui, il y a pire. Il y a Russell qui nous fait une faute, voilà. Il veut faire chauffer ses pneus, il passe une vitesse, il perd l'arrière de sa voiture et il va aller taper le mur. Monte de merde. Bon, allez, sa faute, c'est une gros joint pour les moqueurs.
Mais franchement, c'est terrible pour le pilote anglais. Très honnêtement, ça fait mal pour lui. D'ailleurs, il le dira lui-même, c'est une faute inacceptable. Ouais, allez, on te pardonne, George, là-dessus. Encore que tu veux pas le marquer, ce petit point à la 10e place. Ah, n'empêche, c'est rare quand même, des erreurs derrière la safety car, hein. Bon, malheureusement, on a un gros Grosjean qui nous a habitués à ça. Mais franchement, là, au niveau de Russell, bah, ça fait mal, voilà. Ça fait mal. Et heureusement qu'à un moment, tout ce qui se passe derrière le safety car, ça se calme. Parce que voilà, la course est vraiment sur le point de reprendre. Et certains en ont profité pour passer au stand. On a les potes Mercedes, mais ça c'est un détail. Et puis, il y a Sergio Perez et Daniel Kvyat. Et honnêtement, il y a ces deux-là qui me font peur. Parce que Perez, avant la safety car et la crevaison de Verstappen, va se retrouve... Enfin, après la crevaison de Verstappen, pardon, va se retrouver troisième. Sauf quand elle arrête au stand et se retrouve sixième. Daniel Kvyat, pareil. On l'arrête au stand, mais par contre lui, il était huitième et il reste huitième. Ça bouge pas. Sauf que les deux pilotes, ils sont en pneus soft, qui sont même pas utilisés. Leur train de pneus est neuf aux deux pilotes. Et quand on sait ce que fait Perez depuis quelques courses, bah on se dit que ça s'annonce intéressant. Tout comme Kvyat. Bah, Kvyat il peut en profiter, il est très bien placé, Gasly n'est plus là, donc je pense que là il a une grosse pression sur lui pour se dire il faut y aller. Et en plus, on a Ricciardo et Leclerc qui ne se sont pas du tout arrêtés, qui sont restés sur leur pneu dur de leur premier relais, même de leur unique relais. Ils ont fait canari au stand les deux. Bah imaginez la relance, qui se fait quoi à 5-6 tours de l'arrivée de la course. On a donc potentiellement de nouveaux candidats possibles à une troisième place de podium. Troisième place d'ailleurs, qui est occupée dans les médias par Daniel Ricciardo. Bon, on a aussi les deux Mercedes qui sont devant, qui peuvent nous faire une Barcelone 2016 à la relance. Hein. On est à l'abri de rien avec eux. Et la course reprend. Les Mercedes s'envolent. Il y a Ricciardo qui essaye de suivre le rythme quand même. Et derrière, bah, c'est Daniel Kvyat qui va faire le spectacle. Il va gagner 3 places, ce pilote russe. Il va passer Perez, il va passer Albon, il va passer Leclerc. Juste avant, merde, j'ai plus le nom du virage, j'aurais dû le noter ça, mais... Qui nous fait un passage en extérieur sur Leclerc, et magnifique, c'était très bien cherché. Qui a dit qu'on pouvait pas dépasser à Imola? Et Perez, lui, il aura passé que Albon. Bon, enfin bon, Albon... Ah, je sais qu'en ce moment, il n'est pas dans une situation facile, le Thaïlandais. Mais il nous a fait, lui aussi, une erreur bête en réaccélérant trop fort sur un vibreur. Et il est parti en tête à queue. Et derrière, il y a Sainz qui coule à son cul, qui se ramène. Mais Sainz, il est passé à quoi? Un pouillème de percuter à Red Bull. Un pouillème, c'est la taille d'un pou, hein. Bah, c'est pas passé loin par l'Espagnol. C'est encore une course à jeter pour Albon. On en parlera après d'Albon. Et pour finir quand même cette fin de course, honnêtement, je pensais que Perez aurait pu revenir sur les autres pilotes, sur Leclerc, sur Kvyat, sur Ricciardo. Voilà, il n'en sera rien pour le Mexicain. Par contre, Kvyat, lui, il aurait pu être menaçant sur Ricciardo. Mais il n'en sera rien également. Parce que le résultat de la course, eh bien, le voici, c'est un doublé pour Mercedes, le 5e de la saison, mené par la victoire de Lewis Hamilton, la 93e de Valtteri Bottas et Daniel Ricciardo, le deuxième podium pour Renault. Derrière, on retrouve Daniel Kvyat, 4e devant Charles Leclerc, Sergio Perez qui termine 6e, qui termine devant les deux McLaren et les deux Alfa Romeo dans les points. Et le meilleur tour, c'est pour Lewis Hamilton. Et vous savez quoi? On va tout de suite passer au bilan des équipes, parce qu'il y a un truc à fêter quand même. Allez, go! On passe avec Mercedes qui, qualification encore réussie. 13e pole de suite depuis le début de la saison. 13 Grands Prix, 13 pôles. Ils ont encore 2 courses pour égaler
Le record détenu par Red Bull en 2011, 15 pôles consécutifs sur 19 courses, et aussi Williams en 1993 qui a fait avec Alain Prost 15 pôles sur 16. Ouais. Et déjà, Mercedes a fait mieux qu'en 2015. Normalement, si tout va bien, c'est peut-être un nouveau record qui peut être battu par Mercedes, à moins qu'il y ait une espèce de contestation. Et surtout, à la fin de cette course, c'est le 7e titre des constructeurs pour Mercedes et c'est un nouveau record battu. 7e titre consécutif. Ils battent Ferrari sur la période 1999-2004. Juste exceptionnel. Moi, j'ai plus de mots à force de dire de ce que fait Mercedes, tout ça. J'ai plus de mots, voilà. C'est... Honnêtement, si vous trouvez que Mercedes en fait trop, bah, les commentaires sont en dessous. Mais en attendant, 7ème titre, il lâche pas Mercedes, hein, c'est ce qu'il faut dire. Ils lâchent pas, ils sont toujours à fond dans leur boulot, ils apprennent vraiment des erreurs. Je vais arrêter de me répéter par rapport aux dernières vidéos, mais voilà. C'est encore exceptionnel, on peut louer le travail de l'équipe de Brackley, que ce soit la partie châssis, la partie moteur, que ce soit les team managers, les pilotes. C'est encore exceptionnel de la part des Mercedes. Regardez tout cet ensemble. C'est incroyable. Là, ce que nous fait Mercedes, c'est vraiment exceptionnel. Ah bah si, pour descendre des records au fur et à mesure des saisons, mais c'est incroyable quoi. N'empêche, derrière, c'est comme Toto Wolff il dit, il ne pensait pas à ça quand il est arrivé en 2013 à la tête de l'équipe. Hein. Il pensait pas qu'il aurait vraiment franchi tous ces records, que ce soit constructeur, même pilote. D'ailleurs, les pilotes, on va en parler après. Comme je vous dis, moi, j'ai plus de mots à force sur Mercedes. J'ai plus de mots. Hein. Et puis, par un pilote, Lewis Hamilton, qui signe encore une nouvelle victoire bien maîtrisée malgré ses craintes. Non, c'est exceptionnel, Hamilton. 93e victoire du pilote anglais qui course après course, va encore augmenter ce record qui va devenir de plus en plus inaccessible. Après, c'est vrai qu'il a profité d'une erreur des Mercedes, mais par rapport à Valtteri Bottas, parce que voilà, je trouve qu'ils ont fait une erreur d'avoir couvert la stratégie de Verstappen, parce que Hamilton a fait un relais bien plus long sur ses pneus médiums. Bottas aurait pu tenter de faire pareil. Je pense qu'ils auraient pu. Dire, allez, on met quelques tours en plus, on couvre pas la stratégie de Verstappen, il a pneu dur le temps qu'il les chauffe, parce que c'est vrai qu'on a vu Bottas chauffer ses pneus dès sa sortie des stands. Et c'est vrai que Verstappen n'était pas loin. Je pense qu'ils auraient pu tenter quelque chose, même s'ils se retrouvaient derrière Verstappen, mais avec des pneus médiums, contrairement par rapport aux pneus durs, ça aurait pu donner quelque chose. Malheureusement, ça n'a pas marché. Même Bottas a fait une erreur dans les derniers virages. Ça lui a un petit peu coûté cher. Et puis, voilà. Bottas est à nouveau deuxième. Alors, pourtant, il réalise une excellente pole position. Hein. Moins d'un dixième. C'est un petit peu en demi-teinte pour le Finlandais. Mais je souligne quand même le travail qu'il a fait le samedi par la pole. Et c'est un peu dommage d'avoir couvert cette stratégie par rapport à Verstappen. C'est dommage. D'ailleurs, Red Bull, on va en parler. Alors, non seulement ils font la même qualification au Portugal, et en plus, ils ramènent 0 points. 0 points. Et en plus, Verstappen, 3 grands prix en Italie, 3 abandons. Et ouais, 2 problèmes moteurs à Monza et au Mugello. Et là, Imola, crevaison. En plus, il connaissait un peu des coupures moteurs Verstappen. Lui, déjà, qui a connu un problème moteur, un moteur de bougie et de bobine en qualification.
Bah là, cette fois, c'est carrément le pneu qui s'est échappé. C'est un peu compliqué pour Verstappen en Italie. Faut plus qu'il vienne rouler en Italie. C'est pour faire que des abandons. Hein. Non, je rigole, mais bon, voilà. Pourtant, il tenait le rythme des Mercedes, ce Verstappen. Il était bien. Ça faisait un très bon outsider. Mais bon, c'est encore une course sans. Enfin, c'est encore un zéro pointé pour le, pour le pilote hollandais. Et puis, il y a aussi Albon qui faisait quand même une bonne course, qui pouvait essayer d'aller gruger quelques points aussi. Puis il y a eu cette erreur bête. Il y a eu cette erreur bête, ce qui peut arriver à n'importe qui, hein, on va pas se mentir. Mais n'empêche, cette erreur, vous voyez, je pense que dans les prochaines courses, hein, limite, déjà depuis ce soir, ça pourrait lui coûter cher. Parce que Christian Horner, Helmut Marko, lui mettent une pression à Albon. Ah si, ils lui mettent une pression. Et il disait que voilà, il y avait Portimao et ce week-end de Imola, qui étaient les deux dernières courses pour que Albon ait à son niveau. Voilà. Honnêtement, c'est une erreur con qu'il a fait, Albon. Et comme je vous dis, ça peut lui coûter cher. Et c'est bien dommage pour lui. Mais n'empêche, ce que je retiens, n'empêche, hormis... voilà, si, ce que je retiens, c'est quand même 0 pointé pour Red Bull. Bon, champion constructeur, c'est joué. D'accord, là-dessus, c'est joué. Je l'admets. Mais n'empêche, si c'était encore possible, hein, bah, si on décompte tous les problèmes moteurs, les abandons un peu idiots qu'a connu Red Bull, ça aurait pu donner quelque chose. Mais bon, on peut pas en faire l'histoire, hein, bien sûr. Voilà, d'ailleurs c'est quand même rare que Red Bull nous fasse un 0 pointé, hein, c'est très rare. Bon bah, voilà, c'est comme ça, c'est la course, c'est la course. On passe à McLaren qui nous fait une petite déception en qualification que la cinquième ligne. C'est vraiment bon, c'est pas la pire des qualifications de walking, hein. Bon, Carlos Sainz et Lando Norris nous font le boulot. Mais voilà, ils sont loin en classement, ils arrivent pas à être un peu plus haut. D'ailleurs, ça m'a quand même inquiété de voir McLaren reculer comme ça ce week-end. Pourtant, au Portugal, ils étaient bien. Nürburgring, bon, un peu moyen aussi. Mais dans son ensemble, on voit que McLaren recule. Ça commence vraiment à être un fait. Il commence vraiment à marquer le pas, McLaren. Et c'est bien simple, McLaren qui est vraiment en lutte pour la troisième place de constructeur, bah, j'ai l'impression que la troisième place, elle s'envole. Ouais, ouais. Il reste encore 4 courses, et McLaren, pour moi, je pense pas qu'il termine troisième au championnat cette année. Parce qu'on a l'impression qu'ils ont vraiment abandonné le développement de leur voiture. Même pas, ils ont même testé des choses avec un nouvel aileron, tout ça, même pas en 2021. Mais bon, je sais que 2021, ça sera pas une grosse saison, mais voilà, c'est. Non, McLaren, je pense qu'ils peuvent déjà dire adieu à leur troisième place. Je le pense. Ouais. D'ailleurs, dans la lutte de troisième place, eh ben, il y a aussi Racing Point. Par contre, là, c'est un coup dur parce que pour la première fois de la saison, bah, leurs deux voitures sont bloquées en Q2. Même Perez qui est 11e, Stroll 15e. En fait, Stroll, je me demande si c'est vraiment remis de son Covid. Hein. Et en plus, Stroll, qui, bah, d'ailleurs, passons sur lui, nous fait une erreur en début de course. Il n'a pas de rythme. Et en plus, il dégomme le proposé au vite dans les stands. Hein. Lance, tu nous as fait quoi là? Non, là, vous voyez, en début de saison, Lance Stroll, il était pas mal. Mais là, il commence un peu à marquer le pas. Et depuis qu'il a été touché par le Covid en Allemagne, ah ben là, on le retrouve plus. Bon, ça va, il y a 15 jours de repos, donc peut-être qu'il va pas se remettre dans le rythme. Mais là, Stroll, il commence à chuter en performance. Contrairement à Sergio Perez qui, lui, bah, se donne course après course. Malheureusement, son deuxième arrêt fut un peu fatal. Parce que honnêtement, la troisième place, ils pouvaient l'avoir. Hein. Peut-être qu'ils ont voulu couvrir une stratégie avec Ricciardo, Leclerc
qui aurait pu s'arrêter pendant la safety car. Ça n'a pas été le cas. Et je trouve que bêtement, Racing Point et Perez, ils ont perdu un podium. Voilà. C'est un peu dommage parce que franchement, Perez, il mérite ce podium cette année. Très honnêtement, il le mérite. Mais c'est Stroll qui a eu l'avantage dessus. Franchement, c'est dommage pour Perez. C'est un peu dommage cette stratégie. Enfin bon, au moins il y a une chose qui prouve le niveau de Perez. Il se donne week-end après week-end. Il se défonce toujours. À chaque course, il se vend. Voilà, sa carte de visite et ses résultats. Regardez ce qu'il fait. Et même Perez, on va en reparler après. Il se donne, c'est encore une bonne course. Et tant mieux pour nous, tant mieux pour lui. En espérant qu'il retrouve un volant, quoi. Soit en F1 ou ailleurs. On passe à Renault avec une qualification en demi-teinte, malgré une séance d'essai qui a été très optimiste, hein, on va pas se mentir. Ils étaient très bons, Renault. Parce que voilà, Ricciardo, 5ème sur la grille, il remonte sur le podium. Allez, il va profiter aussi des faits de course, hein, l'abandon de Verstappen. Bon, l'erreur de Racing Point, on vient d'en parler. Et puis, allez, un petit Shoei avec Hamilton, là. Chin. J'étais un petit peu dégoûté Hamilton de le faire, mais bon. Voilà, non, Ricciardo, il nous a encore fait une bonne course solide. Honnêtement, quand je vois qu'il ramène 2 podiums pour Renault, on regrette vraiment qu'il s'en va chez McLaren l'année prochaine. Enfin, tant mieux pour McLaren, mais dommage un peu pour Renault pour 2020, pour 2021. Non, Ricciardo, voilà, il arrive à tirer au haut. Il arrive à tirer au plus haut Renault et franchement, ça vous fait plaisir. C'est de bon augure pour Alpine l'année prochaine. Enfin, on espère. Parce que quand même, si on fait la comparaison avec Esteban Ocon, malheureusement, c'est un sacré contraste. En plus, Ocon, il a une course compliquée. Déjà, pas une bonne qualification. En plus, il connaît un nouvel abandon pour un problème de transmission. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour Ocon. Déjà qu'il est vraiment loin de Ricciardo, alors imaginez avec Alonso. Ça va être compliqué. Enfin bon, ça nous fait quand même plaisir de voir Renault sur le podium pour la deuxième fois de la saison. Allez, comme on dit, jamais 203. Et promis, au troisième podium, je remets le t-shirt Renault. On passe à Ferrari qui progresse encore en qualification, grâce à Charles Leclerc, hein, parce que Vettel, malheureusement, lui, il a lâché prise depuis longtemps. Il faut dire que le Monégasque réussit encore une bonne course, ça fait plaisir pour lui. Ça nous fait plaisir de voir que Ferrari essaye de redresser la barre avec des évolutions qui sont surtout axées sur le style de pilotage de Leclerc. Oui, parce que malheureusement, Vettel, il est en mode Kimi Raikkonen. Hein. Bon, il a fait un long relais pour essayer de gagner quelques points. Honnêtement, c'était bien tenté. Mais bon, son équipe, hein. L'arrêt au stand, on en parle. Ni fait, ni à refaire. Honnêtement. On passe à l'autre Scuderia AlphaTauri qui réalise sa meilleure qualification de l'année. Les 2 voitures en Q3, honnêtement, ça nous a fait plaisir. Surtout cette grosse performance de Pierre Gasly, 4ème sur un grille. Avant qu'il abandonne, quoi. Ah, ça a été une grosse déception quand on a attendu Pierre Hamlin, en général dit rentre au stand, on a un problème sur la voiture, on finira pas la course. Problème de pression d'eau, c'est... Oh bordel, je sais pas ce qu'aurait fait Gasly en course s'il aurait pas abandonné. Je pense qu'il aurait sûrement marqué des gros points, limite, je pense qu'il aurait fait un podium. Il aurait pu en profiter, hein. Qui sait? Franchement, c'est regrettable pour Gasly. Franchement, sur ce coup-là, c'est loupé. Par contre, son coéquipier, il a une Fiat que ça fait très longtemps qu'on n'a pas vu en course, parce que malheureusement, il était en dehors des points. Là, il nous a fait une très grosse course. Hein. Bon, il termine au pied du podium, certes, mais bordel, qu'est-ce qu'il nous a fait plaisir avec ses attaques. Franchement, il a même tenté de passer à Albon. Limite, il se montre pour 2021, si vous voyez ce que je veux dire. Bon, c'est qu'il n'ira pas, mais...
Ah, mais Kvyat, il nous a fait une bonne course. Ce qui est malheureusement très rare. Mais bien joué quand même. Bien joué pour le pilote russe. On passe à l'autre Alfa Romeo. Ben bon, il n'y a pas vraiment d'amélioration en qualification, hélas. Mais n'empêche, il y a un truc que je note de la part de stratégie. Côté stratégie, c'est Giovinazzi avec ses pneus soft. Il a quand même gagné pas mal de points. Et limite, ça a dû vraiment l'aider. Il a gagné pas mal de points. Je veux dire, il a gagné pas mal de places au départ. 6, voire 7 places de gagner. Et c'est vraiment bien vu parce qu'il a quand même gagné. Il a quand même fini dans les points. Je vais y arriver. C'est un peu la fin de vidéo, c'est normal. Franchement, bon coup de stratégie pour Giovinazzi. Et puis Raikkonen également aussi dans les points. Bonne course également du Finlandais. Bon, on peut le dire, hein. Il nous a fait un très long relais avec ses pneus médiums. 48 tours. 48 tours le Finlandais. Ah, il était en mode... Et Alfa Romeo, voilà, qui ramène des points grâce à ces événements de course aussi. Ça fait plaisir. C'est pas énorme, mais ça fait plaisir. On passe à Haas. Bon, bah, rien de nouveau dans l'équipe américaine, malheureusement. Avec un résultat un peu loin pour Grosjean, qui, malgré tout, a pris du plaisir à rouler à Imola. Hein, même avec sa poubelle, malheureusement. Et puis, il y a aussi Magnussen qui était obligé d'abandonner sur un mot de tête. Et puis surtout des soucis de boîte de vitesse, hein, sûrement dû avec l'accrochage de Vettel au départ. Bon, de toute façon, fallait s'en douter. C'est pas la meilleure voiture du plateau. Et puis on va terminer avec Williams, avec George Russell qui se montre encore en qualification. Et pourtant, c'est encore Nicolas Latifi qui est encore, pour la troisième fois, aux portes des points, encore une 11e place pour le Canadien. Bon. C'est quand même rassurant parce que ça veut dire que Latifi, malgré tout, il avait un bon rythme en course. Ce qui n'est pas tout le temps le cas. Bon, c'est bien pour lui. Tant mieux pour lui, tant mieux pour Williams. Mais très honnêtement, nous, c'était plutôt sur George Russell qu'on était. Il aurait pu enfin décrocher ses premiers points, George. Ah, l'erreur bête. Ah, cette erreur bête. Et puis, c'est comme ça qu'on termine le bilan des équipes. Voilà. Et je vous propose de passer au classement des pilotes avec au classement des pilotes, au classement pilotes et constructeurs avec un titre et surtout des batailles archi resserrées, surtout pour les pilotes. Et la troisième place, on y va. Le classement pilote, Lewis Hamilton 282 points avec 85 points d'avance sur Valtteri Bottas qui en compte 197. Pas de changement pour Max Verstappen. Daniel Ricciardo 4ème avec 95 points devant Charles Leclerc qui en compte 85. Sergio Perez avec 82 points devant Lando Norris qui en compte 69. Bataille très serrée entre Sainz, Albon et Gasly. Les trois pilotes sont séparés d'un seul point chacun pour le top 10. En deuxième partie du tableau, Lance Stroll redescend à la 11ème place avec 57 points devant Esteban Ocon toujours à 40. Kvyat passe Sébastien Vettel 26 points à 18. Kimi Räikkönen gagne une petite place par rapport à son coéquipier Antonio Giovinazzi, 4 points chacun. Grosjean, Magnussen, Latifi, Russell ferme toujours le tableau. Du côté des constructeurs, Mercedes champion 479 points sera peu rattrapé par Red Bull avec un 0 pointé ce week-end. Renault prend la troisième place du classement avec 135 points et ce nouveau podium de Ricciardo. McLaren Racing pointe égalité avec 134 points. Ferrari prend un peu d'air face à Alpha Tauri, 103 points à 77. Alfa Romeo toujours 8ème avec 8 points. AC Williams ferme toujours le tableau constructeur. Bon, on va parler un peu de 2021 pour finir cette vidéo. Déjà, par Williams, on va reprendre avec eux, qui a confirmé George Russell et Nicolas Latifi. Alors, ça déjà, c'est une chose qui a été déjà faite, de mémoire, au Grand Prix d'Espagne à Barcelone. Williams avait déjà confirmé ces deux pilotes pour 2021, mais ça, c'était avant le rachat de Dorilton. Parce que l'équipe a malheureusement laissé traîner des rumeurs de remplacement de Russell pour 2021, peut-être par Perez ou par quelqu'un d'autre. D'ailleurs, Williams a dû s'excuser sur ce discours un peu maladroit. C'est... Bah oui, messieurs, vous étiez pas clair dessus. En plus, cette rumeur de remplacement de Russell, ça a quand même duré un peu. Ils ont mis beaucoup de temps à tarder. Je pense qu'il a dû se passer quelque chose derrière
pour que Russell garde quand même sa place. Parce que s'excuser pour dire voilà, il n'y a pas eu des bons discours, on s'excuse, nos pilotes on le garde pour 2021, c'est. Il y a dû avoir soit un imbroglio entre Russell et Williams, ou soit les discussions entre Williams et Perez se sont mal finies. Honnêtement, je pense à cette deuxième option. Je pense ça. Et puis, du coup, George, tu restes chez nous. Ok. Un peu bizarre le discours de Williams, mais bon, voilà. Russell reste en Formule 1 en 2021 avec Latifi, ça bouge pas chez Williams. Tant mieux. Il y a aussi Alfa Romeo qui a confirmé ce week-end ses deux pilotes, Kimi Raikkonen et Antonio Giovinazzi. Kimi, une saison de plus. Encore le doyen à 42 ans l'année prochaine. Et puis Giovinazzi, apparemment, pour son travail dans l'équipe. Bon, certains voient pas vraiment pourquoi il reste, mais bon, voilà, c'est l'explication qui a été donnée. Je vais pas vous mentir, c'est prolongation. Enfin, allez, c'est Giovinazzi, parce que voilà, pourquoi pas. Mais Kimi Raikkonen, oui, il y avait un peu de doute, tout ça. Je vais pas vous mentir. Je sais pas si j'aurais remplacé Raikkonen ou Giovinazzi, voire même les deux. Pourquoi ? À cause des jeunes pilotes Ferrari qui frappent à la porte de la Formule 1. Et ouais, on en a déjà parlé, mais ça veut dire une chose, que non seulement il n'y aura pas de jeunes pilotes Ferrari en 2021 chez Alfa Romeo, pas pour le moment, mais ça veut dire que il y a peut-être deux pilotes, deux rookies qui vont débarquer chez Haas. Donc on peut dire que voilà, que Mick Schumacher, l'année prochaine, il va faire ses débuts chez Haas. Il y a pire. Est-ce qu'il y a pire que Haas pour débuter en Formule 1 ? À part Haas ? Bah oui, il y a Haas. Et en plus, son coéquipier, ça sera qui ? Nikita Mazepin. Lui aussi, j'ai un problème avec Mazepin. Je l'ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Un peu le syndrome Stroll père et fils, mais en moins bien. Honnêtement, ça serait déjà, je trouve que c'est un choix bizarre de faire débuter Schumacher chez Haas. Bon, puis Mazepin, ça veut dire que Callum Elliott, il serait pas sur un grille. Et puis Christian Lundgaard, comme certains le penseraient. En plus, non, Lundgaard, c'est un pilote Renault, pardon. Pareil, mais lui aussi, il pourrait prétendre. Enfin bon, pas pour l'année prochaine, mais il y avait aussi Marcus Armstrong. Marcus Armstrong, lui, c'est aussi un pilote. Mais bon, Armstrong, hormis un essai au Mugello à Fiorano avec Ferrari, il n'a jamais testé une Formule 1, quoi. Donc c'est pour ça que, je sais pas, j'aurais bien voulu voir Mick Schumacher dans l'Alfa Romeo, et au pire des cas, Callum Elliott chez Haas. Que ce soit avec, allez, limite, Marcus Armstrong, la deuxième Haas, et pas Mazepin, quoi. Enfin bon. Un peu compliqué la gestion pilote. Enfin, Ferrari a quand même dit, on parlera de nos jeunes pilotes après le final de Formule 2 qui aura lieu pendant les 2 week-ends de Bahreïn. Eh bien, on verra à ce moment-là. Il y a aussi Alfa Romeo qui a confirmé la place de Pierre Gasly. Ça, c'est une bonne chose pour le français, c'est-à-dire qu'il y a quand même la confiance de Red Bull, qui reste malgré tout chez Alpha Tauri, qui est plus une junior team, mais qui pourrait être une équipe vraiment qui pourrait prendre son indépendance, qui sera vraiment beaucoup aidé avec le Red Bull, bien sûr. D'ailleurs, Gasly n'a pas vraiment compris pourquoi il n'était pas vraiment considéré pour un choix à aller chez Red Bull en 2021. Je vais être franc avec vous. Je préfère qu'il reste chez Alpha Tauri pour mieux s'évader du giron Red Bull en 2022-2023. Très honnêtement. D'ailleurs, Toto Wolff l'a remarqué, ça va être assez gros, ça aussi. Et puis donc, aux côtés de Gasly en 2021, dans la deuxième AlphaTauri, allez, Helmut Marko, on le connaît, il n'a pas pu s'empêcher. Eh ben, il a lâché l'info, bah oui, Yuki Tsunoda sera bien dans la AlphaTauri l'année prochaine.
à la place de Nine Viat. Et en plus, Tsunoda, il va faire des tests avec AlphaTauri dans quelques jours. À Imola en plus. Donc vous voyez, on le prépare. Et on aura donc un japonais de chez Honda en 2021 sur la grille. Malgré tout. Et honnêtement, ça fait plaisir. On va pouvoir enfin retrouver un héritier de Takuma Sato, de Kazumi Nakajima. Moi, je signe. Et puis Tsunoda, honnêtement, allez, je vais le voir dans une Formule 1. Que ce soit, allez, moi je veux voir ce que ça donne. Et puis, il y a aussi le cas sensible Alexander Albon chez Red Bull. Alors, sur les restes, ce qui est très honnêtement pas officiel, hein, voire sur un 100%, hein, il restera pas Albon. À moins qu'il y ait vraiment une grosse espèce de contestation, pour moi, Albon, il reste pas chez Red Bull l'année prochaine. Limite, tu vois la Formule E, il y a une équipe qui recrute. Ouais, si on suit les transferts de la Formule E, il n'y a plus que l'équipe NIO où il y a de la place. Ça va piquer pour Albon. Parce que, oui, voilà, Albon, il va être remplacé soit par Nico Hülkenberg ou Sergio Perez. Mais lequel choisir? Parce que Hülkenberg, qui est le choix de Verstappen, apparemment, il a fait quoi? Il a fait que 3 Grands Prix cette année. Il court toujours après un volant, mais il n'a pas été ridicule. Et limite, il s'est adapté très très vite. Et si on en croit bien sûr avec Helmut Marko, il a passé un coup de fil. Dis donc Nico, tu voudrais pas rouler dans une Red Bull? Ou bien il y a Sergio Perez qui, selon des dires, pourrait avoir le soutien de l'opérateur télécom autrichien A1, enfin A1, qui était avant le naming du Red Bull Ring, et c'était le A1 Ring, avant le circuit d'Autriche, qui, comme par hasard, appartiendrait à un groupe télécom mexicain. Alors, lequel choisir? Hülkenberg ou Perez? Sergio Perez. Très honnêtement, je prendrais Sergio Perez. Pour 2 raisons. Déjà, Hülkenberg, t'es gentil, mais va en endurance ou en GT. Tu vas te faire plaisir. Et au moins, c'est sûr, t'auras un volant. Et surtout, Sergio Perez, quand on regarde ce qu'il fait, course après course, hein, je vous le dis, il a plus de volant, Perez. Mais limite, ok, peut-être qu'il ira gagner un Grand Prix, un peu comme Marco Weber. Mais très honnêtement, c'est la meilleure chance de gagner des places au championnat constructeur, de passer de quoi P2 à P1 par exemple. Ouais. Imaginez 2 Red Bull sur le podium continuellement. Ça pourrait être très intéressant. Une Mercedes de Red Bull. Ça peut être très intéressant. Verstappen Perez. Si, ça peut être très intéressant. Je me répète, je sais. Mais imaginez, pour le championnat constructeur, il faut des pilotes qui marquent des gros points. Regardez Mercedes. 7 titres. C'est comme ça qu'ils y arrivent. Grâce à leurs 2 pilotes, hein, même si on les critique, hein, les Rosberg, les Bottas. Mais c'est des pilotes qui marquent des points. Hein. Red Bull devrait faire pareil. Il faut qu'ils prennent Sergio Perez. Et limite, Sergio Perez, si Verstappen abandonne ou je ne sais quoi, et Perez, c'est un attaquant. Il peut y aller, Perez. Très honnêtement, pour moi, ça serait ce choix. Mais pas que pour des raisons budgétaires. Perez, c'est un attaquant. Je suis pas un grand fan de Perez, je l'admets. C'est pareil de McLaren en 2013. M'a un petit peu descendu. Mais, honnêtement, actuellement, sur le marché des transferts, il n'y a pas mieux comme choix. Franchement, Perez dans un Red Bull en 2021, si ça se fait pas, c'est une connerie. Très honnêtement, c'est une connerie. On en reparlera. Et puis, tant qu'on en parle encore des transferts, on va finir là-dessus. Et quoi, il est presque 6h30. Pendant que j'écris cette vidéo et tout, il y a quelque chose qui pourrait rejouer dans la balance des transferts. Ça sera à surveiller, mais encore. On a eu quoi? Les conférences de presse d'après-course, hein. Bah, il y a des pilotes qui sont passés, hein. Dont un certain Lewis Hamilton, qui aurait laissé entendre qu'il ne sait pas s'il sera encore en Formule 1 l'année prochaine. Comme si l'avenir de Lewis Hamilton était lié à celui de Toto Wolff, qui lui aussi voudrait prendre un peu de recul.
Bah sur ce sujet, bah, je vais rien dire. Non, je ne vais rien dire. Parce que chez Mercedes, on a déjà eu le départ surprise de Nico Rosberg, que moi j'ai mis un peu de temps à comprendre, et que finalement, ça fait un petit peu tâche au palmarès Mercedes. Hein. Et donc là-dessus, non seulement je vais me réserver, je vais pas me prononcer, et puis je vais attendre l'officialisation. Voilà, tout simplement. Puis sinon, il y a les commentaires pour laisser votre avis. Pour laisser votre avis sur les transferts, sur cette course, le nouveau titre d'Hamilton, ce nouveau podium de Ricciardo. Faites-vous plaisir dans les commentaires, j'attends vos réactions. Et même si de temps en temps je ne réponds pas, bah, n'hésitez pas à réagir, ça ferait vraiment plaisir. Et c'est dessus que cette vidéo se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve dans 15 jours pour le Grand Prix de Turquie à Istanbul Park. Ça va nous faire plaisir de retrouver ce tracé avec ce fameux virage 8, ce fameux triple gauche. Il va être très intéressant au niveau du coup. Je sais pas vous. Le débriefing de Formula, c'est sur YouTube. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, la cloche pour ne rater aucune vidéo. Il y a aussi le compte Twitter, le débriefing de Formula, pour suivre l'actualité, pour suivre les courses et plus les affinités. Ça aussi, on y reviendra plus tard. En tout cas, merci à vous de l'avoir suivi. Merci, bravo et à bientôt.